Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur le stockage alimentaire à une échelle territoriale. Donc en septembre dernier, on s'était retrouvés pour un premier épisode, comme vous l'avez appelé, qui permettait vraiment de cadrer ce qui était le stockage alimentaire et surtout comment on pouvait le traiter à une échelle européenne et en France, avec une vision historique qui partait donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Et ça nous avait également permis de comprendre, au-delà de cette approche historique, d'aller voir d'autres pays pour comprendre comment des stratégies avaient pu être mises en place dans ces pays, dans quel contexte et avec quels outils. Notre ambition à l'époque, c'était vraiment de poursuivre ce format d'échange avec plusieurs témoignages, mais comme toute ambition, on se confronte parfois à la réalité et du coup, on s'adapte. Et aujourd'hui, on vous propose de faire évoluer le format en vous proposant des épisodes plus courts, vraiment centrés sur un témoignage qui va permettre de présenter une expérience ou une expertise avec un focus sur les risques de rupture d'approvisionnement alimentaire dans les territoires français et la manière dont peuvent être mobilisés les stocks et les outils de stockage, plus globalement, dans ces situations de risque de rupture. Donc pour ce second épisode, le premier sous ce format, on est ravi d'accueillir Monsieur Sébastien Olaron, qui est maire du Breuil-sur-Roya et qui va nous permettre, oui, de mieux comprendre l'expérience de gestion de crise qui a eu lieu donc face à la tempête Alex en octobre 2020. Donc, bonjour Monsieur Olaran. Euh, Bonjour. Merci de déjà peut-être de vous présenter et de présenter en quelques mots votre territoire et peut-être ses spécificités aussi. Alors, Sébastien Larange, je suis maire de Breil-sur-Roya depuis 2020 et aussi conseiller départemental des Alpes-Maritimes depuis 2021. J'ai été élu dans la commune de Breil-sur-Roya, commune où je suis né, où j'ai grandi. C'est une commune qui est située à l'extrémité sud-est de la France, à la frontière avec l'Italie, dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Roya, qui prend sa source au col de Tende, à la limite de l'Italie du Nord, et qui se jette dans la mer en Italie, à Vintimille. Donc c'est un territoire qui est presque une petite enclave française en territoire italien, en tout cas un territoire qui se caractérise par un assez fort relief montagneux et par cette rivière, ce fleuve, la Roya, qui la traverse et qui effectivement fait partie des éléments qui nous ont fortement touchés dans la tempête Alex du 2 au 3 octobre 2020. Eh bien, merci beaucoup. Et ben justement, si vous pouviez nous décrire un petit peu la chronologie des événements qui se sont passés en octobre 2020 avec cette tempête Alex, et puis donc la chronologie des événements en eux-mêmes, et puis des réponses que vous avez pu apporter pour maintenir un approvisionnement pour les populations les plus vulnérables à ce moment-là, donc un approvisionnement en eau, en nourriture, etc. Alors, nous avons eu la veille du 2 octobre, donc le 1er octobre, une alerte venant de la préfecture de Météo France qui nous annonçait une vigilance orange pour le lendemain, pluie inondation, avec une possibilité de passer en vigilance rouge en cours de journée. On avait une alerte qui était départementale, donc rien ne nous indiquait que la vallée de la Roya serait particulièrement touchée ou concernée. Mais dès le lendemain matin, au moment où nous avons activé, comme nous le demandait le préfet, le poste de commandement communal, le plan communal de sauvegarde, nous avons eu une nouvelle information disant que la vallée de la Roya était un point qu'il fallait particulièrement surveiller. Le phénomène a été long à se mettre en place. Nous avons eu plusieurs étapes, notamment dans la matinée, des vents très violents qui ont arraché un certain nombre de toitures, notamment dans le village historique de Breil-sur-Roya, qui ont nécessité que certaines populations soient relogées provisoirement, mises à l'abri. Nous avons ensuite, face à des prévisions qui nous annonçaient une réaction des cours d'eau et des débordements par endroits, fait évacuer un certain nombre d'habitations, d'infrastructures. Je pense au camping municipal, par exemple. Je pense à un hôtel qui se trouvait en bordure de la rivière. Et donc, pour cela, nous avons ouvert un centre d'hébergement d'urgence. Nous avons accueilli à la fois certaines de ces personnes évacuées, celles qui n'avaient pas
pas de possibilité de se reloger dans la famille ou par d'autres moyens, mais aussi les personnes qui étaient naufragées par l'interruption de certains moyens de transport, et notamment du transport ferroviaire, du fait de la situation météo, et également certaines personnes qui logeaient dans des camping-cars au bord de la rivière ou autre. Donc, on a fait en sorte de mettre ces populations-là à l'abri. Et puis, au fur et à mesure de l'après-midi, nous sommes bien rentrés à la mi-journée en vigilance rouge. Nous avons eu des prévisions de plus en plus pessimistes, de plus en plus inquiétantes sur la réaction des cours d'eau. Nous étions partis sur une crue équivalente à celle qu'on avait connue en 1994 et qui avait déjà provoqué des dégâts, en tout cas inondé un certain nombre de secteurs. Et finalement, on a eu quasiment 3 fois ce qui avait été connu lors de la crue de 1994, en sachant que ça n'a fait bien sûr que s'aggraver tout au long de la journée. Le pic de la crue ayant été atteint en pleine nuit, entre minuit et 2 heures du matin, les dernières évacuations se sont fait relativement tard, donc dans des conditions particulièrement difficiles. Au total, ce sont quasiment 86 personnes qui ont été évacuées, hébergées au centre d'hébergement d'urgence, avec le soutien de la Croix-Rouge qui est venue en apportant avec elle tout ce qui était nécessaire moyens logistiques, lits de camp, etc., mais aussi nourriture, eau, pour accueillir ces personnes-là dans les meilleures conditions. Et ce n'est que lorsque la crue a cessé, que l'eau est redescendue, qu'on a pu dresser le bilan de cette catastrophe et constater que non seulement nous avions perdu 3 personnes qui ont perdu leur vie dans ces inondations, emportées avec leur maison dans des secteurs qui n'étaient pas identifiés comme étant des secteurs à risque. Nous avons également eu 8 maisons qui ont été complètement emportées, plus un hôtel, plus le camping municipal. Dans les jours qui ont suivi, c'est quasiment, il y a eu aussi, pardon, une vingtaine d'habitations qui ont été inondées et une vingtaine de commerces. Et on a dû par la suite prendre 44 arrêtés d'évacuation pour évacuer d'autres habitations qui, même si elles n'avaient pas toutes été directement touchées, eh bien, ont pu être fragilisées ou se retrouver davantage exposées au risque du fait de la crue qui avait eu lieu. Un des éléments qui effectivement a appelé toute notre mobilisation dès le matin, donc du 3 octobre, dès le lendemain matin, c'est que nous étions totalement coupés du monde. Il n'y avait plus de route. Tous les villages de la vallée de la Roya étaient coupés les uns des autres par la destruction des routes départementales. Même au sein de la commune de Breil, nous avions de nombreux quartiers qui étaient isolés du fait notamment de la destruction de certains ponts. Nous n'avions plus aucun moyen de communication, ni téléphonique, ni d'internet, donc une incapacité à communiquer entre nous pour nous organiser, mais aussi de communiquer avec l'extérieur pour leur faire connaître notre situation et nos besoins. Et puis par ailleurs, nous n'avions plus ni d'électricité ni d'eau, puisque tout cela avait été fortement, tous ces réseaux avaient été fortement endommagés par la tempête. Donc on se retrouve dans une situation de quasi-isolement, comme on pourrait le connaître dans des territoires insulaires comme Mayotte ou autres, qui effectivement enfin, sont naturellement plus isolés que nous. Mais là, pour le coup, c'était vraiment une situation dans laquelle nous n'avions plus aucun accès. Nous avons essayé de faire en sorte de dégager au plus tôt une première route qui est une route de montagne, une route de col, qui n'est pas l'itinéraire normal pour se rendre à Breil, mais afin d'avoir quand même une porte de sortie pour l'extérieur. Ce qui fait d'ailleurs que après une première période où on a été obligé d'aller alimenter la population avec les réserves des particuliers, avec les magasins, je pense en particulier aux petits supermarchés que nous avons à Breil, qui se retrouvant sans électricité, allaient devoir jeter notamment tout ce qui était produits frais, qui du coup en a fait profiter la grande majorité de la population. Donc après une période où on a pu compter vraiment que sur ces petites réserves que nous avions en interne. Évidemment, les commerces qui eux se trouvaient dans le village ayant été inondés jusqu'au plafond, il n'y avait rien à récupérer. C'est ensuite par cette route que nous avons dégagée que des dons ont pu nous être acheminés principalement à partir du dimanche, donc du surlendemain de la tempête Alex, mais aussi par voie aérienne et ferroviaire,
puisque les trains ont pu reprendre dès le lendemain soir jusqu'à Breil, pas pour les communes qui se trouvent plus haut dans la vallée de la Roya, un pont aérien s'est progressivement aussi mis en place pour venir nous acheminer des vivres. Et en réalité, parce que Breil a été la première commune à être désenclavée, elle a eu une situation de pénurie alimentaire qui a duré moins longtemps que les autres villages de la vallée, mais du coup notre commune a été un petit peu le pôle logistique, la base arrière, à partir de laquelle on a pu gérer l'approvisionnement de l'ensemble des autres villages de la vallée de la Roya. Et parce que Breil était la seule commune accessible, c'est à Breil qu'ont afflué l'ensemble des dons, et en particulier des dons alimentaires, ce qui a nécessité de la part de la mairie, des bénévoles, quand je dis la mairie, ce sont aussi bien les élus que les agents municipaux et des bénévoles qui les ont aidés. Et bien, nous avons dû aménager d'immenses espaces de stockage. On avait notamment le gymnase de Breil Roya, qui au début a servi de centre d'hébergement d'urgence, et puis il y a de l'eau qui s'infiltrait par le toit, du coup il avait été évacué. Et finalement, quand on a des premiers camions avec des packs d'eau qui sont arrivés, ils m'ont dit où est-ce qu'on les met? J'ai dit bah, mettez ça là. Et puis finalement, il y a d'autres camions qui sont arrivés de plus en plus, et à la fin, ce gymnase s'est retrouvé complètement plein. On a dû mettre en place des rayonnages. C'était un immense entrepôt rempli de nourriture, mais pas que, hein, aussi de produits d'hygiène, de vêtements, de vaisselle, de tout ce que les personnes ont jugé bon de nous envoyer en découvrant à la télé les images de cette catastrophe. Et parce qu'on s'est assez vite rendu compte que la majorité de ces dons allaient devoir être acheminés sur le haut de la vallée et qu'il était peut-être plus judicieux d'avoir un stockage qui soit directement sur le plateau de la gare, d'où partaient les trains et les hélicoptères pour le haut de la vallée. Il y a un deuxième hangar qui a été créé, non, un hangar SNCF qui a été investi, aménagé pour accueillir ceux qui devaient partir directement en direction du haut de la vallée. Donc ça a été une très grosse logistique. Nous avons été aidés en cela d'ailleurs par la sécurité civile qui a été dépêchée par l'État et qui gérait à la fois les rotations d'hélicoptères, de trains et du coup de camions qui venaient livrer des denrées. Et au bout d'un certain temps, d'une quinzaine de jours, la sécurité civile a été désengagée puisqu'ils sont là pour intervenir vraiment dans l'urgence. Et c'est la communauté d'agglomération qui a dû recruter un logisticien pour assurer, et plusieurs agents de la mairie ont été mis à disposition de l'agglo pour venir faire un renfort en logistique qui a pris la main à la fois sur le hangar de la gare, mais aussi sur le gymnase, et qui a fait en sorte de poursuivre l'approvisionnement des communes qui finalement n'ont retrouvé l'accès pour les dernières que 2 mois plus tard, ce qui était et encore un accès précaire qui permettait d'approvisionner, mais qui permettait pas aux habitants de circuler normalement. Ok, merci beaucoup. Déjà, c'est très complet. Donc, du coup, si on résume sur Breil, la période où il y a eu des difficultés d'approvisionnement alimentaire a été assez réduite et elle a pu être palliée par la présence d'alimentation sur le territoire, que ce soit dans les commerces ou dans les ménages, je suppose. Et que le principal défi qui a été le vote, ça a été un défi d'organisation, d'organiser les différents types d'acteurs qui ont dû graviter autour de cette nouvelle organisation qui n'était pas prévue, je suppose. Tout à fait. Bah, alors nous, effectivement, on a eu du coup 2 sujets à gérer. On a dû gérer d'abord le sujet pénurie et puis ensuite le sujet logistique pour approvisionner les autres et pour arriver à absorber tous les dons qui affluaient chez nous. Nous avons effectivement une situation de pénurie alimentaire qui a duré relativement peu de temps, puisqu'à partir du dimanche, on a pu commencer à avoir des dons qui arrivent. C'est pas à partir du lundi que ça a été vraiment plus prononcé. Mais ce qui est important, c'était surtout l'eau. Parce qu'autant on peut imaginer raisonnablement que chez soi, tout le monde a de quoi manger pendant 24 ou 48 heures. Autant s'agissant de l'eau potable, beaucoup d'habitations n'ont pas de stock d'eau, beaucoup ne comptent que sur l'eau courante, l'eau du robinet, l'eau de la ville, et donc le gros enjeu,
parce que pour le coup, 24 ou 48 heures sans eau, c'était pas quelque chose qui était possible, supportable. On a dû, dans les premiers jours, principalement pallier à cette pénurie d'eau, faire en sorte de faire des distributions. Donc, c'était une assez grosse logistique parce qu'on a quand même 2400 habitants sur la commune de Breil-sur-Roya, ce qui représente un gros millier d'habitations, 1300 à peu près. Faire à la fois des distributions sur des points de distribution collective, comme par exemple au niveau du centre historique, mais aussi à les faire en porte-à-porte pour tous les secteurs les plus reculés, voire avec des systèmes d'héliportage pour les secteurs où on a même créé une tyrolienne aussi à un endroit en tirant une corde avec un arc pour pouvoir alimenter un quartier qui se trouvait de l'autre côté de la rivière et qui n'avait plus de pont pour être rejoint. Voilà, on a eu cette situation de pénurie à gérer qui nous a amené principalement à distribuer de l'eau. Ça n'a pas duré assez longtemps pour qu'il soit nécessaire qu'on fasse des distributions de nourriture. Mais ensuite, effectivement, le gros enjeu, ça a été de gérer tous les stocks parce qu'entre le moment où nous avons dit que nous avions besoin de tout, d'eau, de nourriture, et le moment où les différents dons sont arrivés, eh bien, nous avions retrouvé l'accès. Certains commerces ont même pu rouvrir, mais pour autant, les dons continuaient d'arriver. Alors, on a assez vite estimé qu'ils n'étaient pas destinés aux Bréois, puisque nous avions la possibilité de nouveau de nous approvisionner dans les commerces qui venaient de rouvrir, notamment le petit supermarché. Nous avons, malgré tout, établi une liste d'environ 100, je crois qu'il y avait 160 personnes de mémoire, où il y avait à la fois les personnes qui ont perdu leur maison, les personnes qui ont perdu leur travail, les personnes qui bénéficiaient de l'aide alimentaire avant la tempête Alex, un petit fichier aussi de personnes âgées, isolées. Et donc ces personnes-là ont continué pendant plusieurs semaines, plusieurs mois après la tempête Alex, à pouvoir bénéficier d'une aide alimentaire. Il y avait 1 ou 2 paniers par semaine. Bon, ça a été en s'estompant au fil du temps. Mais pour tous les autres, on a rapidement dit que les commerces ayant rouvert, il fallait qu'ils aillent faire leurs courses normalement et que les dons dont nous n'avions pas besoin à Breil, et c'était le cas de la grande majorité de ces dons, étaient destinés aux autres communes de la vallée de la Roya. Et donc, c'était à ce moment-là que il était important de mettre en place toute cette logistique pour leur en acheminer le plus possible et pour remplir les points de distribution qu'il y avait sur le haut de la vallée, parce que là-bas, pendant plus longtemps que nous, déjà, il y a eu de la distribution de nourriture, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Il y avait une forme de rationnement qui était à l'œuvre, où on disait aux gens, on vous donne un sachet de thé et on vous invite à le faire sécher et à le réutiliser le lendemain. On leur donnait du sel dans un petit couvercle de bouteilles d'eau. Enfin bon, c'était vraiment une situation très dure à vivre pour les habitants du haut de la vallée de la Roya. Et donc, il y avait un enjeu, un peu une course contre la montre, à faire en sorte d'acheminer le maximum de denrées en direction de ces villages-là pour que les habitants puissent, dans l'attente que les commerces rouvrent, que les accès soient rétablis, puissent vivre, se nourrir à peu près normalement. Merci. Et donc là, on parle beaucoup des habitants en tant que bénéficiaires de ces dons, de cette aide alimentaire, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur la mobilisation citoyenne pendant cette crise et la manière dont a pu s'organiser la solidarité dans les premiers moments et puis par la suite? Donc, on a bien entendu des bénévoles qui sont mobilisés au tout début pour organiser la logistique auprès même des élus locaux. Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples comme ça de mobilisation citoyenne sur le long terme? Alors, les bénévoles se sont mobilisés tout le long, hein. Mm. Ils étaient là dès le début au gymnase, dès que le stockage a commencé à s'y mettre en place. Mais en revanche, ils étaient encore là au mois de décembre. Et donc, il y a des personnes qui, sans discontinuer, pendant 2 mois, 3 mois, ont été présents quasi quotidiennement dans le gymnase, dans l'autre hangar pour gérer le stockage, le chargement, le déchargement des camions, des palettes, tout comme d'ailleurs les bénévoles qui participaient
participé sur le plateau de la gare aux chaînes humaines qui permettaient de charger en un temps record les draisines et les hélicoptères. Donc il y a eu une belle mobilisation citoyenne de la part des habitants de la commune de Breil. Il y a eu évidemment aussi beaucoup de solidarité qui s'est manifestée venant de l'extérieur de la commune, puisque je vous ai parlé de tous ces dons, de cette énorme quantité de denrées qui nous a été acheminée. Elle ne venait pas de nulle part. Bien sûr, il y a une partie qui était acheminée par les autorités, les institutions, mais la grande majorité, c'était des initiatives privées, qu'elles soient le fait de simples citoyens ou d'associations qui quelquefois elles-mêmes ont collecté les dons de citoyens, ou d'autres mairies qui ont voulu nous venir en aide, ou des entreprises. Donc c'est tous ces denrées, toute cette distribution qui a pu être faite de nourriture et au-delà était totalement la conséquence de ce très grand élan de solidarité qui s'est manifesté au lendemain de la tempête Alex et qui n'a pas cessé en fait. Hein. Aujourd'hui, on est 5 ans après, donc oui, bien sûr, ça s'est un petit peu calmé, mais pendant des années, on a continué de recevoir de l'aide sous une forme ou sous une autre. Bien sûr, les besoins n'étaient pas les mêmes 2 ans après que le lendemain de la tempête Alex. Donc la solidarité a changé de forme, elle s'est adaptée, mais malgré tout, elle était toujours présente. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui nous a profondément touchés. On a été nombreux à penser que dès que les médias se seraient lassés, qu'ils auraient parlé d'autre chose, et que nous ne serions plus sous le feu des projecteurs, on allait assez vite retomber dans l'oubli et qu'à ce moment-là, la solidarité des premiers jours ne serait plus d'actualité. Et ça n'a pas été le cas. Pour le coup, on a vraiment et pendant longtemps rencontré beaucoup d'aide, que ce soit effectivement des dons matériels, que ce soit des dons financiers. La commune de Breil a reçu quasiment 400 000 euros de dons financiers, ce qui est pas neutre, ou que ce soit du soutien humain, puisqu'il y a aussi beaucoup de bénévoles qui sont venus avec des pelles, avec des bottes de pluie pour aller nettoyer, déblayer, aider à remonter des murs. Ça c'est quelque chose aussi de très important. Mais ça s'est vu aussi dans le domaine alimentaire, parce que par exemple, on a très vite une cantine qui a été ouverte par l'UDSP sous le préau de l'école élémentaire où étaient logés les pompiers, les gendarmes, les militaires qui étaient là, ben, pour pouvoir les nourrir tout simplement. Toutes ces forces de secours, de sécurité, de l'ordre qui avaient été mobilisées par l'État, eh bien, il fallait qu'on puisse les nourrir. Et donc, il y a cette cantine solidaire de l'UDSP qui a été ouverte dans l'école élémentaire, qui a bénéficié, bien sûr, aux forces de l'ordre et de secours, mais qui a aussi été ouverte à des bénévoles, à des habitants de Breil, voilà, de façon très, très généreuse. C'était d'ailleurs des endroits qui permettaient aussi de créer du réconfort, de créer de la convivialité dans ces contextes-là, ces repas un petit peu, ces repas solidaires. Puis nous avons ensuite eu une personne de Nice, une cuisinière, qui a ouvert aussi une autre sorte de cantine solidaire dans le gymnase. Et donc là, le matin, cette personne allait faire le tour de tout un tas de commerces niçois qui à chaque fois lui donnaient gracieusement de la nourriture, des matières premières. Elle montait tout ça à Breil et elle préparait le repas de midi pour nourrir les bénévoles, pour nourrir les habitants, pour nourrir toutes les personnes qui le souhaitaient. Et puis après, il y en a une deuxième, c'est un chef cuisinier aussi, Denise, qui a ouvert une deuxième cuisine devant le gymnase solidaire. Donc, c'est vrai qu'il y a une belle solidarité et c'est vrai que la dimension alimentaire qui est importante est un bon exemple de ça. Pas que d'ailleurs, puisque je pourrais donner des exemples d'initiatives ponctuelles. Par exemple, la mairie de Blozasque, qui est une mairie qui se situe à 1 heure de route de Breil, dans le département, est venue le premier week-end qui a suivi la tempête Alex faire sur la place une grande paella pour tous ceux
ceux qui le voulaient, pour les habitants, pour les bénévoles. La semaine d'après, c'était une autre commune, Falicon, qui est venue faire un grand poulet basquaise avec son comité des fêtes. Et donc, il y a eu beaucoup d'actions de ce type-là qui nous ont beaucoup touchés, qui ont donné du baume au cœur aux habitants de la commune, puis des associations aussi. Hein. Je me souviens notamment d'une association corse qui nous avait fait aussi un grand repas sur la place du village. Voilà, donc c'est quelque chose qui bien sûr a beaucoup compté dans les souvenirs qu'on garde de ces événements, mais aussi dans la force avec laquelle on a pu rebondir, y compris sur un plan psychologique, bien sûr. Bah, ça fait une très belle transition, ça fait 5 ans et demi maintenant. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de nous dire quels enseignements vous avez pu tirer à la fois de votre point de vue, donc le point de vue institutionnel, on va dire, et à la fois du point de vue des habitants? Est-ce que vous avez vu aussi quelque chose se passer chez les habitants sur la préparation peut-être à ce type d'événement? Voilà. Oui, on s'est effectivement aperçu de ce qui manquait. Euh, Notamment ce qui manquait pour permettre de faire en sorte que notre territoire soit plus résilient. Euh, et donc, on a entrepris, pour ce qui concerne la mairie, en tout cas, de nous doter de ce qui nous avait manqué au moment de la tempête Alex, c'est-à-dire d'abord de moyens de communication en mode dégradé. Hein, on s'est doté d'un téléphone satellitaire, on a créé un réseau de radiocommunication municipal, hertzien, autonome sur panneaux photovoltaïques qui continue de fonctionner même si le réseau électrique est en panne. Ça, c'est pour les acteurs de la gestion de crise, si j'ose dire, pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Nous avons également constitué un gros stock de lits de camp, de lits picots pour pouvoir gérer de l'hébergement d'urgence et constituer des stocks en conséquence d'eau, etc. Et de denrées alimentaires sèches. Nous avons aussi fait en sorte de mieux prévoir la participation bénévole et citoyenne à la gestion de crise, en créant une réserve communale de sécurité civile qui compte aujourd'hui une quinzaine de bénévoles, qui sont assurés, qui sont formés, qui sont identifiés pour pouvoir venir en appui des forces de secours sur des missions justement d'hébergement d'urgence, de sécurisation de certains secteurs, d'appui aux populations, de sensibilisation aussi, en dehors des périodes de crise, sur les risques auxquels on est confronté. Et puis de façon générale, on a fait depuis une assez grosse communication à destination de la population sur tous les risques auxquels on est confronté, les bons comportements à adopter face aux risques, et notamment effectivement toutes les consignes qui nous rappellent, même si elles sont souvent oubliées, ignorées, bien l'importance d'avoir un minimum de stock chez soi, d'eau potable, de nourriture, et puis de matériel divers, lampes torches, couverture de survie, etc. Enfin, tout ce qui est effectivement indispensable quand on peut se retrouver sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans moyen de communication, voire sans toit. C'est effectivement la tempête Alex en elle-même a constitué une énorme sensibilisation. C'est-à-dire que personne ne pouvait imaginer se retrouver dans une situation comme celle-ci. Et la tempête Alex nous a démontré que oui, c'était possible. Et que si ça s'était produit une fois, même si c'est peu probable, ça peut se reproduire. Et que donc, il faut y être préparé. Puis même si c'est pas la tempête Alex, il peut y avoir d'autres types de catastrophes naturelles. Il faut pas oublier que dans les Alpes-Maritimes, on a un territoire avec un fort relief qui est à la fois de montagne et littoral, sur lequel on cumule quasiment tous les risques, hein, à l'exception du risque volcanique. Et on espère que ça va pas venir. Mais on a tous les risques, à la fois les risques du littoral, les risques de la montagne, les risques fluviaux, le risque sismique aussi, puisqu'on est quand même sur une faille géotechnique. Voilà, on voit qu'on a quand même beaucoup de risques auxquels on est confronté. Donc la tempête Alex n'est pas l'alpha et l'oméga, et il faut qu'on soit en mesure d'avoir une forme de résilience, et c'est à ça que la mairie s'emploie et à ça que la mairie incite les habitants à être conscients et à s'organiser en conséquence. Et donc là, vous parliez de sensibilisation auprès des populations. Est-ce que vous sensibilisez aussi d'autres acteurs, notamment des acteurs privés,
à s'organiser pour prévoir ces risques, et par exemple notamment des commerces qui pourraient avoir de l'alimentation. Est-ce que vous développez des outils de prévention aussi avec des structures privées? Alors, on n'a pas développé d'outils spécifiques à destination des commerces. On a un travail étroit avec les grands établissements recevant du public. Je pense à l'hôpital, je pense les établissements bien sûr qui relèvent de la mairie, comme la crèche, les écoles, mais je pense au collège aussi par exemple. Donc, on participe activement à l'élaboration de leurs plans de gestion de crise, de leur stock, etc. Après, à destination des commerces, non, c'est une communication globalement spécifique, globalement similaire à celle qui est faite pour le grand public de la commune, à ceci près que dans le plan communal de sauvegarde, bien sûr, on a un certain nombre de données sur les entreprises existantes sur la commune, sur les moyens dont elles disposent, sur ce qu'elles peuvent éventuellement mettre en place ou apporter dans une situation de crise. On a d'ailleurs, après la tempête Alex, remis complètement à jour notre plan communal de sauvegarde pour le compléter. Il avait été fait sous la municipalité précédente et il nous a apparu nécessaire à la fois de l'améliorer parce qu'il y avait des choses qui manquaient, mais aussi le mettre à jour parce que la tempête Alex nous a montré aussi d'autres risques ou d'autres vulnérabilités auxquelles on n'avait pas forcément pensé lorsque le plan communal de sauvegarde d'origine a été établi. Merci beaucoup pour ces précisions. Et peut-être une dernière question. Si vous aviez un message clé à faire passer, lequel ce serait? Quels sont les enseignements principaux, en gros, que vous en tirez? Et quel message vous pourriez faire passer à d'autres collectivités qui ont soit déjà connu ce type d'événement, soit qui ne l'ont jamais connu, mais que l'on pourrait inciter à se préparer? Alors, peut-être le premier message, le plus évident d'une certaine façon, ça serait de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, les crises, les catastrophes, et que donc le fait qu'on n'ait jamais été confronté auparavant ne doit pas créer un faux sentiment de sécurité et nous dédouaner d'un certain nombre de mesures de précaution qu'on doit prendre face à ces risques-là. Donc, le premier message, il est évident, c'est tout le monde peut se retrouver dans une situation de rupture, pour une raison ou pour une autre. Tout le monde peut se retrouver dans une situation de crise, et donc il faut y être préparé, ce qui ne veut pas dire entretenir une psychose, mais ce qui veut dire savoir faire preuve de prudence en ayant un certain nombre de stocks, d'eau, de nourriture, et puis en ayant un certain nombre d'équipements et une bonne organisation pour pouvoir faire face le jour où ça pourrait arriver. Les exercices qui sont organisés de temps en temps, comme d'ailleurs les vigilances qui ont lieu de temps en temps, où le préfet nous demande d'activer la cellule de crise et qui ne se traduisent pas toujours par des dégâts, doivent être pris comme autant d'occasions eh bien, d'identifier toutes les possibles vulnérabilités et de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Le deuxième message, c'est que il y a malgré tout un certain nombre de formations, de sensibilisation sur la gestion de la crise. Qu'en revanche, nous avons globalement une grosse carence sur la gestion du lendemain de crise. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment la partie à laquelle je ne m'attendais pas, la partie que j'ai découverte lors de la tempête Alex, à laquelle nous n'avions été préparés dans aucun exercice, c'est le lendemain, quand on se réveille, qu'on n'a plus de route, qu'on n'a plus d'eau, qu'on n'a plus de nourriture, qu'on n'a plus d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on fait pour continuer de répondre aux besoins essentiels de la population? Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est insuffisamment préparé et sur lequel il est très important de travailler, y compris dans les plans communaux de sauvegarde. Et ensuite, la question de la gestion de la solidarité, puisque la solidarité, si elle est extraordinaire, si elle fait chaud au cœur, si elle contribue grandement eh bien, à la force avec laquelle on arrive à surmonter cette épreuve, elle est
aussi une obligation. Elle occasionne aussi des contraintes. Il faut la gérer. Si tout le monde arrive avec les camions et qu'il n'y a aucun endroit où ils peuvent déposer, où les dons sont stockés, où les dons sont pris en charge, on se retrouve avec des montagnes de dons qui sont déversés le long de la route ou des camions qui obstruent toute la commune parce qu'ils peuvent décharger nulle part et qui patientent. Donc c'est aussi une grosse logistique et ça aussi il faut l'anticiper. Des endroits de stockage, des endroits où on peut aménager des systèmes de pôles logistiques pour pouvoir acheminer les dons sur les différents moyens de transport qui sont à disposition. Ça, je pense que c'est un élément vraiment très important. La solidarité, les dons, l'approvisionnement, ça s'anticipe aussi. Voilà. Et c'est vrai, c'est quelque chose dont on parle beaucoup trop peu et qui pour autant a une grande importance. Bah, merci beaucoup pour tous ces éléments. On va pouvoir clore l'épisode sur ces paroles. Merci pour votre partage de vos Merci à expériences vous. et tous ces enseignements qui nous paraissent être extrêmement pertinents au regard de nos travaux. Merci beaucoup, oui, à vous. Et puis, pour conclure cet épisode, je tiens à vous remercier déjà de votre participation, d'avoir témoigné 5 ans après cet événement. Et on voit que le sujet est encore important. C'est important de voir que tout se fait sur une durée très longue et que voilà, moi je retiens comme message principal que la solidarité et notamment autour de l'alimentation, ça permet de faire vivre les populations, mais aussi d'apporter un peu de bien-être, un peu de douceur et voilà, de réconfort dans ces périodes-là. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage que j'ai trouvé très fort. Merci à vous.